Le désert jordanien est silencieux, trop silencieux. À l'intérieur du centre de commandement de la batterie Tchad, déployé sur la base de Muwafaq Salti, les opérateurs du 32nd Army Air and Missile Defense Command scrutent leurs écrans. Le radar AN/TPY-2 de Raytheon, l'œil infaillible du système Tchad, capable de tracer une ogive balistique à plus de 10 000 km de distance, tourne sans interruption depuis des semaines. Depuis le 28 février, depuis que l'opération Epic Fury a réduit en cendres les installations nucléaires iraniennes et tué le guide suprême Khamenei, le Moyen-Orient s'est transformé en une arène de feu permanente. Les soldats connaissent leur mission: protéger l'espace aérien jordanien, couvrir Israël par le nord-est, intercepter ce qui vient d'Iran. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'à cet instant précis, à 400 km de là, dans les bunkers enterrés du corps des gardiens de la révolution islamique à Ispahan, une commande vient d'être émise. Pas pour une seule frappe. Pour 10, simultanés, coordonnés à la milliseconde, l'Iran ne cherche pas à tuer des soldats cette nuit. Il cherche à crever les yeux de l'Amérique. Pour comprendre ce qui va suivre, il faut comprendre la logique froide du commandement iranien. Depuis la première heure de la guerre, les stratèges de l'IRGC ont refusé de jouer le jeu que Washington espérait, une confrontation directe de puissance à puissance, missile contre intercepteur, en un duel que les États-Unis gagneraient mécaniquement par supériorité technologique et logistique. Au lieu de ça, les généraux iraniens ont sorti un manuel de jeu différent, emprunté aux doctrines russes de guerre électronique et aux leçons opérationnelles de 4 décennies de conflits asymétriques. La doctrine est simple et brutale, avant de frapper, aveugler. Dans la narration stratégique du conflit, la destruction des radars illustre un pivot vers une guerre de contre-capteurs de précision, dans laquelle Téhéran semble prioriser la neutralisation des systèmes de surveillance et de traçage plutôt que de simplement saturer les intercepteurs par un volume massif de missiles. L'AN/TPY-2, le cœur du Tchad, est la cible parfaite pour cette doctrine. Ce radar consomme approximativement 2 MW d'énergie, possède une surface d'antenne de 9,2 m², fonctionne en technologie à nitrure de gallium et opère dans la bande X entre 8,55 et 10 GHz. Sa portée déclarée officiellement est de 1000 km, avec des sources citant des chiffres dépassant 2000 km. C'est lui qui détecte, lui qui discrimine entre vraie ogive et leurre, lui qui envoie les données de ciblage aux intercepteurs THAAD. Sans lui, la batterie est aveugle. Sans lui, les missiles iraniens traversent le ciel sans résistance. Et il y a autre chose que les Iraniens savent. Depuis les années 1990, seulement une vingtaine d'unités de ce type ont été fabriquées. Le coût estimé d'un seul AN/TPY-2 va de 500 millions à 1 milliard de dollars. Ce n'est pas un composant que l'on remplace en faisant un appel d'offres d'urgence. C'est une pièce irremplaçable, rare comme un diamant militaire, et les Iraniens le savent. 0217 heures, Muwafaq Salti, Jordanie. Les capteurs de la batterie Tchad jordanienne captent une signature balistique montante depuis le territoire iranien. Standard. Le système commence son calcul de trajectoire. Puis, à 0218 heures et 34 secondes, quelque chose d'anormal se produit. Le flux de données ISR, en provenance du réseau de satellites du Space Force américain, vacille. 2 secondes, 3 secondes. Le temps que les opérateurs comprennent qu'il ne s'agit pas d'une anomalie réseau, mais d'une perturbation intentionnelle de la liaison satellite, le premier missile balistique Fatah 2 à guidage hypersonique couvre déjà les derniers 80 km de sa trajectoire à Mach 13. L'impact est dévastateur. Les images satellites montrent une paire de cratères de 4 mètres creusés dans le sable autour du radar, suggérant que plusieurs tentatives ont peut-être été nécessaires pour toucher le système qui est réparti sur 5 remorques de 12 mètres de long. Toutes semblent détruites ou gravement endommagées. Le Tesha de Jordanie est aveugle. Simultanément, au même instant, à la même seconde, les gardiens de la révolution frappent en Arabie Saoudite. Un radar AN/TPY-2 critique est endommagé dans une frappe iranienne sur la base aérienne Prince Sultan en Arabie Saoudite le 1er mars. Depuis lors, la base a subi de multiples frappes iraniennes, incluant celle du 27 mars où un aéronef radar E-3 et un avion ravitailleur sont touchés. Aux Émirats arabes unis, c'est le même scénario. Des images satellites révèlent à des impacts directs sur les bâtiments des batteries Tchad à Al-Ruwais et Al-Sader, incluant les abris de véhicules utilisés pour stocker les systèmes radars.
En 72 heures, l'architecture de défense antimissile américaine dans le Golfe, construite sur 20 ans, représentant des dizaines de milliards de dollars d'investissement, s'est transformée en une ligne de défense trouée comme un gruyère. La perte éventuelle de 10 systèmes, radars ou capteurs sensoriels dégraderait de façon significative la capacité américaine à identifier et à répondre aux menaces entrantes. Le Pentagone entre en mode crise silencieuse, les généraux du CENTCOM ne dorment plus. 27 mars 2026, Prince Sultan Airbase, Arabie Saoudite, 0340 heures. L'E-3 Sentry, le AWACS, l'avion radar volant, les yeux aéroportés de l'US Air Force au-dessus du théâtre, est posé sur le tarmac. Il aurait dû être à l'abri. Il ne l'est pas. Un E-3 Sentry de l'US Air Force figure parmi les aéronefs endommagés lors de la frappe iranienne de missiles et de drones du 27 mars sur Prince Sultan Airbase en Arabie Saoudite. 2 semaines plus tôt, le 13 mars, 5 avions ravitailleurs KC-135 Stratotanker avaient été endommagés sur la ligne de vol. Une image satellite prise le 29 mars montre les restes d'un E-3 Sentry détruit, la grande partie centrale du fuselage anéantie par la frappe, tandis que le radome rotatif caractéristique, normalement fixé sur le dessus de l'avion, gît sur le sol. Ce n'est pas seulement la destruction d'un aéronef, c'est la destruction d'une capacité de commandement irremplaçable. La flotte E-3 de l'US Air Force s'est réduite à 16 appareils, le dernier livré par Boeing en 1992. En 2024, la flotte affichait un taux de disponibilité opérationnelle de 55,68%, ce qui signifie que moins de 9 appareils étaient opérationnellement disponibles à tout moment. 9 appareils. Pour couvrir l'espace aérien du Moyen-Orient, du Golfe Persique, de la mer Rouge, de la Méditerranée orientale. 9 appareils dont un vient de finir en boule de feu sur un tarmac saoudien. Au Pentagone, le chef des opérations aériennes du CENTCOM regarde défiler les rapports de dommages. Il repose son stylo. Il n'a rien à écrire. La réalité parle seule. Pendant que le bouclier antimissile américain se fissure en silence, l'arme économique iranienne, elle, fonctionne à plein régime. Le 27 mars, l'IRGC a annoncé que le détroit est fermé à tout navire allant vers et depuis les ports des États-Unis, d'Israël et de leurs alliés. Les marchés mondiaux ont répondu avec une brutalité mathématique. Les prix du pétrole brut, Brent, ont dépassé $100 le baril le 8 mars 2026 pour la première fois en 4 ans, atteignant un pic à $126 le baril. 20% du pétrole mondial transitait par ce détroit de 54 km de largeur. 20%, c'est la différence entre des avions qui volent et des avions cloués au sol, entre des usines qui tournent et des usines qui ferment, entre des familles qui chauffent leur maison et des familles qui gèlent. À Pékin, les planificateurs du Politburo observent avec un intérêt froid. Le 4 mars, des rapports ont émergé selon lesquels l'Iran n'autoriserait que les navires chinois à passer par le détroit, citant la position favorable de Pékin envers Téhéran depuis l'intensification du conflit. La Chine n'a pas tiré un seul missile. Elle n'en avait pas besoin. Elle laisse l'Iran faire le travail. À Moscou, le Kremlin observe avec la même satisfaction calculée. Les réserves stratégiques de pétrole russe, sanctionnées mais toujours présentes, retrouvent une valeur géopolitique inestimable. Chaque dollar de plus sur le baril de Brent est une transfusion sanguine pour l'économie de guerre russe. Washington se retrouve en train de livrer une guerre chaude pendant qu'une guerre économique froide l'asphyxie par procuration. Le 2 avril 2026, la Maison-Blanche, 21h47, heure de Washington, Trump s'adresse à la nation depuis la Cross Hall. Les mots sont confiants. Trump a déclaré que les États-Unis prévoient d'attaquer l'Iran de façon extrêmement intense au cours des 2 à 3 prochaines semaines, sans mention majeure de diplomatie. Mais derrière les caméras, derrière la certitude performative du discours présidentiel, les généraux savent. Ils savent que depuis le début des frappes conjointes américano-israéliennes en Iran, selon Exet, le volume de missiles iraniens a chuté de 90%, leurs drones à sens unique d'hier de 95%. Ces chiffres sont réels, mais ils masquent une autre réalité. Ce que les Iraniens ont perdu en quantité brute de missiles, ils l'ont gagné en précision stratégique. Ils ne cherchent plus à saturer, ils cherchent à paralyser. Une frappe iranienne critique a endommagé un radar américain à la base aérienne Prince Sultan d'Arabie Saoudite le 1er mars. Le 27 mars, un aéronef radar E-3 et un avion ravitailleur ont également été frappés. La frappe du 1er mars a tué un militaire américain qui servait sous le commandement de l'Army Space and Missile Defense Command, le sergent Benjamin N. Pennington du Kentucky. Promu à titre posthume Staff Sergeant, son nom s'ajoute à la liste qui, dans les couloirs du Pentagone, ne cesse de s'allonger. Et ce soir, le 2 avril, une information circule dans les cercles les plus fermés du renseignement américain. Les analystes de la DIA, Defense Intelligence Agency, ont compilé les données des 33 derniers jours.
Le résultat est classifié No Foreign, réservé aux seuls citoyens américains habilités. Mais sa substance filtre. Les frappes ont ciblé l'infrastructure qui rend la puissance aérienne américaine possible. Les yeux, les oreilles et les veines logistiques de la force. Ce n'est pas une guerre que l'Iran est en train de perdre selon ses propres métriques. C'est une guerre d'attrition systémique où chaque radar détruit, chaque E-3 brûlé, chaque KC-135 criblé d'éclats réduit la marge de supériorité américaine. Pas d'un coup fatal, grain par grain, radar par radar, jusqu'à ce que la marge disparaisse. 6 avril 2026, approche. Trump a déclaré que si l'Iran ne rouvre pas le détroit d'Ormuz avant le 6 avril, les États-Unis conduiront des frappes extensives sur les sites énergétiques iraniens. L'ultimatum est posé, le compte à rebours tourne. L'Iran a menacé des attaques écrasantes contre les États-Unis et Israël après les avertissements de Trump promettant d'intensifier ses opérations militaires et de lancer des attaques plus écrasantes, plus larges et plus destructrices contre ses ennemis. À Bruxelles, les ambassadeurs de l'OTAN se réunissent en session d'urgence. Le président français Emmanuel Macron a déclaré qu'une opération militaire pour libérer le détroit était irréaliste. La fracture transatlantique s'élargit. Washington pousse vers une escalade, Paris et Berlin freinent, Londres jongle entre les deux. Une réunion dirigée par le Royaume-Uni regroupant quelques 40 pays a appelé à la réouverture immédiate du détroit d'Ormuz. Des mots, des déclarations, des communiqués, pas de troupes au sol, pas de navires de guerre en position d'assaut. Pendant ce temps, en Iran, une autre machine tourne en silence. Les ingénieurs des gardiens de la Révolution évaluent le stock résiduel de leurs missiles Fatah 2, Khorramshahr 4 et Pavet. Ils cartographient les prochaines cibles. Les bases de Bahreïn, les porte-avions en mer d'Arabie, les pistes d'Al-Udeid au Qatar. Al-Udeid, quartier général régional du commandement central américain, frappé par l'Iran dès les premiers jours, où une tente entourée d'antennes satellites a été détruite. Et quelque part dans la profondeur des serveurs cryptés de l'IRGC, une liste d'objectifs pour la prochaine phase. Des cibles que les satellites américains ont encore du mal à caractériser. Des cibles qui, si elles sont frappées dans les prochaines 72 heures, pourraient changer définitivement l'équilibre opérationnel du conflit. Le 3 avril 2026, le monde se réveille, le baril de pétrole flirte avec les $130. Les aéroports du Golfe fonctionnent au ralenti. Des millions de travailleurs asiatiques subissent des coupures d'électricité en cascade. Les marchés financiers de Tokyo à New York tremblent à chaque bulletin d'information. Et au-dessus du détroit d'Ormuz, ce goulot de 54 km par lequel doit passer l'énergie qui fait tourner la civilisation industrielle, les patrouilles des vedettes rapides de l'IRGC continuent, patients, méthodiques. Impitoyable, le chef d'un commandement iranien a déclaré que l'Iran continuera à utiliser le détroit d'Ormuz comme point de pression. La vraie question n'est pas de savoir si les États-Unis peuvent autodétruire l'arsenal iranien restant. Ils le peuvent d'abord, probablement. La vraie question est celle-ci. À quel coût? Avec quel radar restant? Avec combien de E-3 encore opérationnels? Avec quel stock d'intercepteurs, PAC-3 et Tchad encore disponibles avant que les entrepôts d'Yamoussouli soient vides. Plus préoccupant encore est l'apparent manque de capacité des États-Unis à protéger leur propre base moyenne-orientale. Des rapports ont révélé que le personnel américain n'est plus capable de vivre et de travailler sur de nombreuses bases militaires dans la région du Golfe, forcés de se déplacer dans des hôtels ou des emplacements alternatifs parce que les bases elles-mêmes sont trop vulnérables aux attaques par drones et missiles iraniens. L'armée la plus puissante de l'histoire humaine est en train d'apprendre une leçon que les manuels de stratégie n'enseignent pas toujours assez clairement. La supériorité technologique est une condition nécessaire mais pas suffisante. Quand l'adversaire cible systématiquement vos capteurs plutôt que vos combattants, quand il aveugle vos radars plutôt que de frontaliser vos missiles, quand il transforme vos bases en zones d'exclusion plutôt que de les raser, alors la guerre change de nature. Et si le 6 avril vient, et que le détroit reste fermé, alors le monde découvrira si Donald Trump est prêt à ordonner la phase suivante. Et l'Iran découvrira si ses radars restants, ceux que les Américains n'ont pas encore localisés, ceux qui protègent le Téhéran, Ispahan, Bandar Abbas, sont capables de survivre à la tempête qui suivra. Personne ne le sait. C'est exactement pour ça que vous devriez être inquiet. Qu'est-ce que vous feriez à la place de Trump? Est-ce que le monde est à 72 heures d'une guerre totale? Dites-le dans les commentaires. Et abonnez-vous, parce que ce que vous allez voir dans les prochains jours va redéfinir l'ordre mondial.